Bonjour et bienvenue dans ce 11e et dernier épisode du Glossaire Git, dans lequel on va parler des submodules. On va donc parler des éléments de vocabulaire, on va voir également fonctionnellement ce à quoi ça va nous servir, avec tout un tas de petits schémas, et on va voir également ce qu'il existe comme alternative, parce qu'on va voir que les submodules émettent certaines contraintes qui ne sont parfois pas très plaisantes à l'usage, et donc on va voir que dans certaines situations, on a des alternatives qui sont préférables à l'emploi. Alors à quoi servent ces sous-modules ? Eh bien, ils répondent à deux problématiques majeures. La première, qui est plutôt historique, c'était une problématique de performance. C'est-à-dire que si vous partez par exemple d'un projet monolithique avec vraiment beaucoup de fichiers dedans, vous allez rencontrer certainement des problèmes de lenteur lorsque vous récupérez du coup l'intégralité des modifications sur le projet, quand vous vous synchronisez la première fois, ou quand vous venez demander à Git d'exécuter certaines commandes d'analyse principalement. Il va mettre beaucoup de temps en fait à analyser parce qu'il y a beaucoup de fichiers sur le disque. Donc il y a des gens qui se sont dit à ce moment-là, on va découper notre projet pour qu'il y ait moins de fichiers, donc on va faire différents sous-ensembles et ensuite on va les assembler au sein d'un projet central. Donc ça c'est une première approche. Il y a une deuxième approche qui est une problématique d'architecture finalement, puisque on va vouloir, sur le même principe, toujours, partir d'un projet, donc monolithique par exemple, et venir découper, on va dire transformer ce projet sous forme de microservices. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, on va prendre un projet Git pour tel aspect, pour tel service en fait du projet. Et donc on va avoir X projets représentant X services et un assemblage à la fin au sein d'un projet conteneur. Sur le même principe, on peut aussi avoir la notion de réutilisation de plugins finalement. C'est-à-dire que vous avez un projet avec par exemple un thème graphique. Et bien ce thème graphique, vous avez besoin de le réexploiter dans un autre projet. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir très bien extraire sous forme d'un projet Git à part ce thème, l'intégrer sous forme de module au sein du projet actuel comme conteneur et l'intégrer dans un autre projet conteneur justement pour pouvoir utiliser donc, ce thème graphique. Prenons un exemple avec 6 projets Git. On va pouvoir prendre le projet P1 et initialiser à l'intérieur les projets P3 et P4 comme submodules. Même chose avec le projet P2, on peut lui dire tiens, tu vas avoir P1 comme sous-module, donc ce serait un conteneur de conteneur finalement, et d'autres projets comme P5 et P6. L'intérêt aussi, donc comme je vous parlais de performance, c'est qu'on va pouvoir choisir sur nos postes les projets avec lesquels on souhaite se synchroniser. Donc si par exemple sur le projet P2, je souhaite ne me synchroniser qu'avec le sous-projet, le sous-module P5, eh bien à ce moment-là, je pourrais le faire pour gagner en performance localement. Voyons maintenant comment tout ça fonctionne. On va partir d'un exemple avec 3 projets qui sont disponibles sur un serveur distant. Ces projets, on peut travailler localement avec chacun d'eux sur notre machine. Et au sein du premier projet, le projet qui sera le conteneur, on va vouloir intégrer donc les 2 autres projets. Et pour ça, on va venir les initialiser individuellement sous forme de sous-modules. Comment est-ce que c'est marqué au sein du projet conteneur ? Eh bien, le projet conteneur, donc, il va intégrer d'une part des répertoires correspondant à chacune des cibles d'initialisation qu'on a décidé. Et ensuite, on va avoir un fichier technique qui va renseigner ces dépendances. Et ce fichier, c'est le fichier .gitmodules. Jusque-là, on a uniquement initialisé sur notre machine les sous-modules au sein du projet conteneur, encore une fois, sur notre machine. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour partager cette information et faire en sorte que nos collègues puissent eux aussi travailler avec les sous-modules sur leur machine ? Donc la première étape, ça va être déjà de committer tout ça. Donc ce qu'on commit, ça va être limité au fichier de dépendance, donc le fichier gitmodules, et au répertoire représentant nos sous-modules. Donc on n'embarque pas le contenu, encore une fois. On envoie tout ça sur le serveur distant, et nos collègues vont à ce moment-là pouvoir récupérer cette mise à jour au sein du projet conteneur, auquel cas ils vont récupérer donc ce fichier gitmodules et les répertoires vides. Et à partir de là, ils vont pouvoir décider sur quel sous-module ils veulent travailler. Donc, ils vont pouvoir initialiser un à un les sous-modules qu'ils souhaitent pouvoir utiliser au sein du projet. L'avantage de cette démarche, c'est que ça nous offre beaucoup de souplesse pour pouvoir vraiment être très chirurgical sur les éléments avec lesquels on souhaite travailler pour alléger au maximum notre travail localement. L'inconvénient, qui est quand même assez important, c'est que ça nécessite une compréhension et une maîtrise de l'ensemble des participants au projet sur les sous-modules. Donc toutes les commandes qui sont inhérentes aux sous-modules doivent être connues par l'ensemble des participants au projet. Tout ça, c'était pour l'initialisation. C'est-à-dire que j'ai initialisé sur ma machine les sous-modules, j'ai partagé, mes collègues ont pu récupérer, réinitialiser sur leur machine les sous-modules également. Maintenant, comment ça se passe lorsqu'on a besoin de faire des mises à jour ?
Donc prenons le cas où je vais faire une mise à jour du sous-module au sein du projet conteneur. Donc cette mise à jour, elle concerne donc le sous-module dans le sous-répertoire au sein du projet conteneur. Et comme chaque sous-module représente un dépôt à part entière, on va avoir donc la nécessité de faire une mise à jour en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va voir la mise à jour au sein de ce projet, de ce sous-projet au sein du projet conteneur, via un commit, l'envoi de cette mise à jour vers le dépôt distant du sous-module, pour que cette mise à jour soit disponible pour de la synchronisation. Je vais remonter ensuite sur ma machine au niveau du projet conteneur, et là aussi je vais devoir faire un commit pour venir renseigner la nouvelle référence du sous-module au sein du projet conteneur. Et je vais pouvoir partager, donc ça va être le git module qui va être mis à jour, je vais pouvoir partager cette nouvelle référence au sein du dépôt distant, donc au sein du projet conteneur sur le dépôt distant. Ensuite vient la synchronisation par mes collègues. Donc là, mes collègues, à ce moment-là, ils vont pouvoir récupérer la mise à jour depuis le serveur distant et le projet conteneur, auquel cas ils vont récupérer la notion du git modules qui pointe vers une référence qu'ils n'ont pas localement, et donc ils vont devoir faire explicitement une mise à jour, une récupération en mise à jour du sous-module au sein de leur projet. Alors il y a quelques astuces pour aller un peu plus vite, mais vraiment on est dans une démarche qui se fait en plusieurs étapes, c'est synchronisation du projet conteneur, synchronisation des sous-modules via les nouvelles références qui ont été fournies. Au-delà d'être lourde, cette procédure, elle nous met à risque d'introduire une régression au sein du projet. C'est-à-dire que après que moi j'ai transmis la mise à jour de référence du sous-module au sein du projet conteneur et que mon collègue l'ait récupéré sur son poste, si lui n'est pas vigilant et ne met pas à jour le sous-module sur sa machine, s'il crée un nouveau commit sur sa machine, sur son projet conteneur, le projet conteneur va reprendre la référence que lui a localement pour le sous-module. Donc il va revenir sur la référence précédente. Et donc s'il vient partager ce commit au sein de son projet local, il va introduire donc une régression puisqu'il va ramener la référence du sous-module en arrière au sein du projet conteneur. Tant qu'à parler des situations foireuses, prenons le cas où on souhaite faire une mise à jour au sein du projet conteneur d'un sous-module. Donc on fait notre mise à jour, on fait notre commit, donc on a une référence qui est disponible, mais cette référence, on ne la partage pas, on ne l'envoie pas vers le dépôt distant du sous-module. Par contre, au sein du projet conteneur sur notre machine locale, on a bien à disposition une référence pour pouvoir créer un commit et dire au projet conteneur, maintenant tu pointes vers cette référence du sous-module. Ça, on est tout à fait en mesure de le partager, donc on a un git modules qui pointe vers une référence qui n'existe pas sur le serveur distant du dépôt du sous-module, et du coup, si nos collègues essayent de récupérer ça, ils vont récupérer donc le git modules à jour, une référence, et si ils font la mise à jour du sous-module, Git va leur dire je ne connais pas cette référence, ça ne marche pas, il va mettre un message d'erreur. Donc à ce moment-là, il va falloir qu'on aille voir, que notre collègue vienne nous voir et qu'il nous dise t'aurais pas oublié de pousser une nouvelle référence dans le sous-module vers le dépôt distant du sous-module. À ce moment-là, on fait notre mise à jour et il pourra lui récupérer la mise à jour en bonne et due forme. Donc si je résume, les sub-modules c'est plutôt cool parce que ça nous apporte beaucoup de modularité pour ce qui est de créer, d'assembler des projets les uns avec les autres au sein de projets conteneurs, avec cette notion de récursivité, de choix, l'usage de tiens, quand je suis sur ma machine localement, je veux uniquement cette partie-là, cette partie-là. Par contre, ça a quand même pas mal de contraintes puisque ça nécessite une bonne connaissance de l'ensemble des participants pour ce qui est des sub-modules et des commandes, et malgré ça, des pièges malgré tout dans lesquels on peut tomber. À savoir des risques de régression ou d'autres problématiques comme j'ai oublié de pousser quelque chose, du coup on a des blocages qui peuvent se mettre en œuvre à cause d'une mauvaise utilisation des sous-modules, et ça arrive même quand on a déjà l'habitude de les utiliser. Heureusement, il existe des solutions alternatives, comme j'ai dit en introduction, puisque au final, les sub-modules ne représentent qu'un système de gestion de dépendance. Donc si vous travaillez déjà avec la plupart des langages un tant soit peu modernes, même des anciens, vous avez normalement accès à des outils qui sont équivalents. Donc si on prend quelques exemples, on a en C++, on a Conan, en Ruby, on a RubyGems, en JavaScript, on a NPM, en Java, on a Maven, en PHP, on a Composer, voilà. Donc il y a pléthore de solutions de gestion de dépendance, et cette approche-là, elle peut être intéressante pour vous si tant est que ce soit quelque chose qui soit réalisable du point de vue de l'architecture de votre logiciel, puisque vous allez avoir une meilleure pérennité finalement dans la connaissance de l'utilisation d'un système de gestion de dépendance qui est proche de votre langage, plus que dans les sous-modules. Si malgré ça, vous ne trouviez pas votre bonheur au sein des systèmes de gestion de dépendance externes à Git, il existe d'autres alternatives qui sont internes à Git.
La première, ce sont les subtrees. Les subtrees, c'est un concept qui est dérivé finalement des submodules, mais sans les côtés painful, sans les galères. Donc on va pouvoir définir un projet conteneur et venir intégrer des contenus. La différence majeure étant que on fait un copier-coller, en quelque sorte, du contenu des sous-projets au sein du projet conteneur, ce qui va largement simplifier la donne, puisqu'on n'aura pas besoin d'avoir l'intégralité de l'équipe qui connaît en tout cas la notion de subtrees. Pour eux, c'est du code au sein du projet conteneur, un point c'est tout. Si on prend notre exemple de tout à l'heure avec notre projet conteneur et les deux sous-projets, dans notre projet conteneur localement, on initialise, ça récupère le code, donc ça fait un copier-coller dans des sous-répertoires au sein du projet conteneur. On partage le projet conteneur, donc le projet conteneur sur le dépôt distant intègre la totalité cette fois-ci, et du coup, nos collègues, lorsqu'ils viennent se mettre à jour, lorsqu'ils viennent récupérer le projet conteneur à jour, ils récupèrent la totalité. Pour eux, ça n'apparaît pas comme des sous-projets ou des submodules, il n'y a aucune notion de ça. Par contre, ils voient des sous-répertoires avec du code et ils peuvent travailler directement. Alors bien évidemment, il y a des mécanismes pour faire les mises à jour des sous-projets vers le projet conteneur, s'il y en a, et inversement, depuis le sous-projet au sein du projet conteneur vers le dépôt distant du sous-projet. Pour ce qui est des commandes, il y a une commande qui n'est pas une commande officielle, qui est une commande dite de contribution au sein de Git, et il y a aussi des alternatives qui sont présentes dans l'article et sur notre site. Je vous invite à aller les regarder parce que parfois ces alternatives sont préférables à ce que propose justement la commande de contribution qui s'appelle Git Substitute. Dernière alternative, il s'agit d'une commande et d'une fonctionnalité qui est disponible en expérimentation depuis 2020, depuis Git 2.25, qui est en train d'être entérinée, notamment avec Git 2.37. Donc a priori, c'est quelque chose qui devrait rester là, mais qui devrait évoluer avec quelques petits ajustements. Et dont le principe est assez éloigné cette fois-ci des sous-modules, puisque on ne va pas viser l'assemblage, la découpe d'un projet en plusieurs projets, mais c'est plus pour répondre à une problématique de performance, donc une des problématiques auxquelles étaient censés répondre justement les sous-modules. Et donc là, c'est vraiment la notion d'un projet qui contient tout de base, mais lorsque nous, on va récupérer les éléments dans notre copie de travail, on va lui demander de ne récupérer que certains éléments, que certains segments qu'on va définir en amont. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de limiter les lenteurs qui peuvent apparaître auprès de commandes comme git status, git switch et certaines autres, dès lors qu'il y a trop de fichiers en fait dans notre espace de travail à analyser. Donc sur le principe, cette fonctionnalité elle est assez intéressante puisqu'on va pouvoir définir différents segments selon les personnes qui travaillent dans l'équipe. Donc sur le principe, on va avoir un script qu'on va intégrer à la racine du projet et qui va dire à Git, tiens, je suis dans telle équipe, tu fais tel sparse checkout, donc tu récupères tel segment ou tel sous-segment selon donc l'équipe dans laquelle je suis. Du coup, doit-on ou non utiliser les sous-modules sur nos projets ? La réponse en général, c'est non, parce que les sous-modules ont une approche qui est très complexe par rapport aux besoins qu'on a sur la plupart des projets en entreprise. Donc, je vous invite malgré tout à vous poser la question, est-ce que parmi les solutions que je vous ai présentées, est-ce qu'il y a des choses qui vous sembleraient plus pertinentes, à commencer par donc, les gestionnaires de dépendance classiques qui sont liés au langage que vous pouvez utiliser, et sinon, à regarder du côté des subtrees, peut-être aussi, vous pouvez composer les subtrees avec le sparse checkout si vous avez également des problématiques de performance. Et voilà, en tout cas, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant, ça dépendra vraiment du contexte. Voilà pour cet épisode, merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, c'était le dernier épisode de notre série sur le glossaire Git, mais ne soyez pas tristes, il y en a encore plein d'autres à venir sur d'autres sujets, on ne s'arrêtera pas là. Comme d'habitude, si vous avez aimé, un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager aussi ou nous remercier, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.